Bonjour docteur Kochman. Bonjour, Madame Jacquet. Alors vous êtes pédopsychiatre à la clinique Lautréamont de Los Oui, et médecin coordonnateur de l'équipe de l'unité infanto-juvénile. tout à fait. Alors merci d'accepter cette petite interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le TDAH dans les grandes lignes? Alors, TDAH, c'est un acronyme, donc initial de trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. On va commencer d'ailleurs par la fin. L'hyperactivité qui est optionnelle, parce que certains enfants ont avant tout un TDA, déficit de l'attention. L'hyperactivité, c'est le fait de bouger, d'avoir besoin de bouger. Une maman me disait tout à l'heure, mais mon fils a besoin à un moment de sortir, d'aller sauter sur le trampoline, d'aller taper dans un ballon, il a besoin de pause. Il y a aussi souvent une hyperagitation motrice, un côté hyperkinétique. Vous savez, les enfants qui sont souvent comme ça, en train de bouger facilement. Donc ça, c'est l'hyperactivité. Et le déficit de l'attention, dont on peut discuter d'ailleurs du terme, c'est des difficultés à maintenir son attention longtemps sur un cours, par exemple. Hein. On va être facilement parasité par des... On va jouer avec un stylo à côté, on va regarder les éléments sur le bureau, on va faire tomber des choses, on va les regarder par la fenêtre. Difficile, et même vraiment, parfois c'est massif, impossibilité pour un jeune de maintenir son attention. Et on imagine donc tous les dégâts, les conséquences, hein, les pertes collatérales, parce qu'on n'a pas écouté le cours, parce que sur une heure de cours, on a écouté vraiment 5-10 minutes, et le reste du temps, on était ailleurs. Soit dans son monde intérieur, soit en train de regarder par la fenêtre, soit en train de bavarder avec un copain, soit en train de transformer un stylo en fusée. D'accord, merci. Et justement, alors, est-ce que vous pensez que l'appellation déficit soit adaptée ou est-ce qu'il ne faudrait pas parler de dysrégulation? Qu'en pensez-vous? C'est le déficit, moi ça me va dans le sens où ça veut dire un manque. Hein. Quand on est en déficit de quelque chose, on manque de processus attentionnel. C'est-à-dire que là, c'est ce que je suis en train de faire. Je me focalise sur votre question, je me concentre sur ce que je vous dis et je ne suis pas parasité. Hein. C'est vrai que le terme dysrégulation, ça pourrait aussi inclure quelque chose qui est important. C'est pas juste j'ai du mal à me concentrer, c'est que je vais être parasité par tous les stimuli non pertinents autour de moi. C'est-à-dire que je vais vous regarder en même temps et puis je vais être attiré par l'écran, puis je vais regarder ce qui se passe sur l'écran, ou je vais m'amuser avec quelque chose à côté, ou tiens, il y a quelqu'un qui passe dans le couloir et je vais m'y intéresser. Et vous voyez, je vais être parasité en permanence, ce qui est fatigant pour moi, pour les autres. Et donc là, c'est vraiment le terme déficit. On pourrait l'appeler dysrégulation, pourquoi pas. Parce qu'en fait, parfois, les personnes ne comprennent pas le TDAH dans Mhm. le sens où ils se disent, bah non, il est capable de se concentrer à certains moments, en fait. Oui, par exemple, le piège, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent avoir un TDAH massif ou des plus âgés et qui, sur un écran, hein, sont obnubilés parce qu'il y a le côté addict de l'écran et les parents nous disent, mais vous savez, sur Fortnite, il peut jouer pendant 2 heures en suivant hein, et là, il est concentré. Oui, mais c'est autre chose. C'est effectivement un jeune qui va être capable de se concentrer longtemps sur une activité de type jeu vidéo et pour autant va être dans l'incapacité de se concentrer plus de 5 minutes sur les devoirs de vacances de maths parce que ça l'intéresse moins. Donc effectivement, il y a des phénomènes de ce type-là. L'autre phénomène courant, c'est qu'un enfant sous pression va être capable de se concentrer 1 heure sur un DS parce que c'est hyper important, mais ensuite va décharger complètement ses batteries et va être en état d'épuisement psychique ou d'énervement ou d'irritabilité tout le reste de la journée. D'accord. Et selon vous, est-ce que ce sont des enfants mal élevés? Absolument pas. C'est-à-dire que on va considérer ces enfants vus de l'extérieur dans un magasin et les parents en souffrent tous et nous le disent, comme t'as vu, il répond pas ou il est impulsif, il obéit pas à sa maman ou à son papa. Hein. En fait, ce sont des enfants qui sont avant tout effectivement impulsifs, incapables d'attendre, par exemple, vont être tout le temps en train d'agir et de réfléchir après. Donc on va les considérer parfois comme mal élevés. Alors un autre point important, moi ce que je vois aussi chez certains parents, c'est oh, vous savez, il est hyperactif, alors forcément, on laisse faire ci, on laisse faire ça. Pour autant, il ne faut surtout pas hein, tout mettre à l'aune de ah ben c'est des symptômes, c'est pas de sa faute, et de lâcher prise sur le plan éducatif. Parce que ce sont des enfants qui ont besoin, plus que les autres encore, d'activer l'empathie. Parce que pour eux, c'est compliqué, par exemple, de se mettre à la place des autres, d'activer la patience, le calme, les capacités à gérer leurs émotions. Donc ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup de cadres éducatifs, mais bien sûr que ce sont des enfants qui peuvent être tout à fait bien élevés et qui vont être considérés par les autres de manière fausse, hein, pas comme mal élevés. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir en parler. Bien Merci. sûr. Et quelles seront les évolutions du TDAH à l'âge adulte?
Il y a une grosse étude dite prospective américaine qui était sortie en 2013 dans la revue Pediatrics, une grande revue scientifique, et qui a analysé de mémoire pendant plus de 20 ans des centaines de jeunes qui avaient un diagnostic d'hyperactivité comparé à des patients contrôle d'ailleurs dans l'étude, c'est-à-dire qu'on contrôle les hyperactifs par rapport dans leur évolution par rapport à des enfants de leur même âge, même population et qui ne sont pas hyperactifs. Dans cette étude, on retrouve un chiffre qui est important à retenir. Un tiers environ des jeunes enfants et adolescents hyperactifs gardent les symptômes de TDAH à l'âge adulte. Donc on peut voir le verre à 2 tiers vide ou 2 tiers plein, comme on le veut. C'est-à-dire que 2 tiers des jeunes, et ça correspond effectivement à notre pratique aussi, vont sortir de leurs symptômes TDAH, ou en tout cas en garder quelques symptômes qui seront tout à fait gérables dans leur vie d'adulte. Un tiers des enfants TDAH aujourd'hui, on sait, garderont des symptômes à l'âge adulte. D'accord. Et pourquoi est-il important de les prendre justement en charge précocement, ces troubles? Parce que au plus on prendra les troubles du TDAH précocement, au plus on pourra aider l'enfant dans ses habiletés sociales, dans ses relations interpersonnelles, dans des projets de remédiation cognitive, par exemple pour leur apprendre la concentration. On va les prendre en charge dans différentes autres psychothérapies, dans des groupes Barclay, par exemple avec les parents, en intégrant la fratrie et toute la famille. Donc au plus tôt on prend en charge, au meilleur le pronostic sera. Ça, on a vraiment aussi des publications scientifiques tout à fait claires dans le domaine. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment aider les parents le plus précocement possible. Si on ne prend pas en charge ces enfants, c'est le cas de 80 à 90% des enfants qui souffrent d'un TDAH en France. Les dégâts seront tout à fait clairs au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie scolaire. Ce sont par exemple pour beaucoup d'entre eux des enfants très intelligents et qui vont gâcher complètement leurs capacités à cause de difficultés de concentration, de difficultés d'attention et de difficultés de comportement à l'école. Ce sont des enfants qui vont se retrouver en conseil de discipline, renvoyés du collège, ayant des conduites addictives précoces, se retrouvant déscolarisés, désocialisés. Donc les dégâts en termes de vie scolaire, sociale, peuvent être terribles, alors que dans la plupart des cas, ce sont des enfants très doués. Donc des millions de vies gâchées, sûrement en France, depuis des dizaines d'années, du fait du manque de qualité, d'évaluation diagnostique, de suivi de ces enfants. D'accord. Et justement, comment expliquez-vous que le TDAH soit peu connu et mal pris en charge en France? Est-ce que vous avez une explication? Il y a une histoire française. C'est vrai que la pédopsychiatrie française a très longtemps été sur un registre très psychanalytique, psychanalysant, où pendant très longtemps, et beaucoup le pensent encore, c'est de la faute des parents. Aujourd'hui, les études sont par milliers, vous le savez, qui montrent les bases génétiques, les bases neurobiologiques, les bases de neurodéveloppement, et on sait que le TDAH aujourd'hui est un trouble qui a donné lieu à des milliers de publications scientifiques. Pour autant, certains thérapeutes sont encore dans un côté ancienne école et vont considérer, mettre en doute ce diagnostic, ce qui n'a pas de sens aujourd'hui. C'est un diagnostic qui est dans toutes les classifications internationales, pour la médecine dans le monde entier, et vont accuser les parents à tort en disant mais c'est les parents qui effectivement sont responsables de il y a, et donc c'est aussi ce qui explique qu'en France il y a une évaluation qui demande beaucoup de réaménagement. Le deuxième point, c'est que vous me voyez là, en tant que pédopsychiatre, nous sommes 600 en France aujourd'hui pour 20 millions de jeunes. En 2025, c'est-à-dire demain, nous serons 300 pédopsychiatres. Et c'est pareil pour les neuropédiatres, on a à peu près le même nombre. Ça veut dire que c'est la galère totale. Comment on va faire et comment voulez-vous prendre un rendez-vous dans un centre médico-psychologique en sachant que les pédopsychiatres sont en train de disparaître du pays, faute de renouvellement, parce que beaucoup ont plus de 60 ans et vont partir à la retraite dans les 5 années qui viennent. Donc c'est une galère qui demande aujourd'hui à vous, en tant que citoyens, d'aller interpeller vos politiques, vos députés, vos maires, les agences régionales de santé et d'autres pour dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites de l'avenir de nos enfants dans le TDAH, mais également dans tout le registre des souffrances psychiques. D'accord. Et du coup, une dernière question peut-être. Oui, Est-ce que vous pensez que les personnes avec TDAH soient un frein ou un atout pour notre société? dans bien des cas, si l'enfant est bien pris en charge et bien suivi, il va devenir un adulte créatif, plein d'énergie,
avec une locomotive, c'est-à-dire que ce sont souvent des leaders de la société parce qu'une façon de penser souvent atypique, originale, hein, la pêche, une énergie immense. On a par exemple beaucoup de leaders politiques qui ont un TDAH. Moi, je vois beaucoup de chercheurs dans le domaine qui ont un TDAH. Donc on sait aujourd'hui que beaucoup de leaders de la société ne se cachent pas d'ailleurs, hein, ils peuvent dire, faire un, pardonnez-moi l'expression un peu provoque, un coming out TDAH, et puis montrer que effectivement un enfant qui a un TDAH bien pris en charge, j'insiste souvent sur le fait que c'est pas une maladie. Le T de TDAH, c'est un trouble. Donc ça peut se corriger comme un trouble visuel qui va se corriger avec des lunettes. Et quand c'est bien corrigé, ce sont des futurs enfants qui sont des leaders de notre société. Donc protégeons-les et protégeons leurs parents et aidons leurs parents. Merci beaucoup, docteur Kochman. Vraiment, merci beaucoup pour cette Merci interview. Madame Jacquet. Merci à vous.